Bonsoir à tous, je suis Angélique Corbigan, je suis chargée de programme chez Egide. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ultime table ronde de cette journée et de la conférence internationale où on abordera la question de l'écoféminisme au croisement des luttes LGBT+. Pourquoi choisir d'aborder la question écologique dans le cadre de cette conférence ? J'aimerais commencer par citer le préambule de la déclaration de Stockholm qui disait que l'homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance physique et lui offre la possibilité d'un développement intellectuel, moral, social et spirituel. Les deux éléments de son environnement, l'élément naturel et celui qu'il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à sa pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même. En tant qu'être humain, nous avons une relation d'interdépendance avec notre environnement. Nous dépendons de cet environnement pour jouir pleinement de nos droits fondamentaux. Un déséquilibre, qu'il soit d'origine humaine ou pas, dans cet environnement a nécessairement des répercussions sur l'être humain. La crise climatique en est malheureusement une preuve flagrante. On a souvent entendu dire qu'on est tous dans un même bateau face au changement climatique. Or, la réalité est nuancée. On fait peut-être tous face à une même tempête, mais certains d'entre nous sont sur des paquebots de luxe, d'autres sont sur des radeaux, et d'autres encore sont sur terre ferme, croyant que cette tempête ne pourra jamais les atteindre. Les changements climatiques sont à juste titre appelés des multiplicateurs de menaces. Ils intensifient les tensions sociales, politiques et économiques dans les environnements fragiles et touchés par des conflits. Les changements climatiques ont un impact plus important pour des groupes déjà vulnérabilisés au sein de notre société, tels que les personnes racisées, les femmes et les filles, les peuples autochtones, les personnes à faible revenu ou encore les personnes LGBTQI. Face aux catastrophes climatiques, la communauté LGBTQI a été régulièrement exclue des efforts de réponse, d'aide et de reconstruction. Par exemple, en 2005, lors de l'ouragan Katrina aux États-Unis, des personnes transgenres se sont vues refuser l'accès aux abris d'urgence. Une personne transgenre avait même été emprisonnée pour s'être douchée dans l'espace réservé aux femmes. En 2004, suite au tsunami qui avait affecté l'océan Indien, les communautés Aravani, en Inde, avaient également été exclues des abris temporaires et des registres officiels des décès. Il leur a été donc difficile de recevoir de l'aide, une aide d'urgence et une aide à la reconstruction, ce qui a rendu la reprise en fait après cette crise d'autant plus difficile. Face aux effets grandissants des changements climatiques, les catastrophes naturelles deviendront plus fréquentes et ces cas de figure ne feront qu'augmenter. En outre, s'y ajoutent d'autres enjeux tels que ceux liés à la migration pour des raisons climatiques, l'insécurité, l'accès aux ressources, entre autres. Ainsi, il existe des enjeux spécifiques aux personnes LGBTQI face aux ravages écologiques. Si nous ne nous en saisissons pas maintenant, il risque d'être trop tard. C'est ainsi qu'on vous invite aujourd'hui à explorer ces enjeux au prisme de l'écoféminisme et des luttes LGBT+, en compagnie de nos trois brillantes panélistes que j'ai maintenant le plaisir de vous présenter. Notre première panéliste aujourd'hui est Katlego Kai Kolaniane Kesupile, qui est une architecte culturelle internationale, spécialiste de la communication et praticienne du développement, née au Botswana. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit de l'homme, culture et justice sociale de la Goldsmiths University de Londres. Son engagement pour les droits humains couvre le handicap, la défense des droits LGBTQ+, et la justice climatique. Son travail a été couvert par Teen Vogue, Huffington Post, OK Africa, Washington Blade et Greenpeace. Bienvenue, Katlego. Notre deuxième panéliste est Si Le Serre-Molpois, qui est journaliste et chercheur indépendant.
Si le Sermolpois écrit sur les luttes sociales, les migrations, la culture queer et la littérature à travers des entretiens, des enquêtes publiées dans la presse généraliste et spécialisée française. Il est également l'auteur de Écologie déviante, paru aux éditions Cambourakis en 2021, de Edward Carpenter et l'autre nature, paru aux éditions Le Passager clandestin en 2022, et d'un ouvrage autour de la traduction d'un manifeste gay de l'activiste Carl Whitman, paru aux éditions du Commun en 2023. Il poursuit actuellement plusieurs projets d'écriture et de traduction sur les mouvements de libération sexuelle, l'écologie et la technocritique. Bienvenue ici. Merci, bonjour. Notre troisième panéliste est Jules Falquet. Jules Falquet est professeur de philosophie à l'Université Paris 8 Saint-Denis, spécialiste de la mondialisation des questions féministes et lesbiennes et des mouvements sociaux en Amérique latine et dans les Caraïbes, notamment le mouvement zapatiste au Mexique et le mouvement des Sans-Terre au Brésil. Son dernier ouvrage est Imbrication, femmes, race et classe dans les mouvements sociaux, paru aux éditions Le Croquant en 2020, également paru en espagnol aux éditions Madreselva Ediciones, Buenos Aires. Bienvenue, Catlego, Jules et Si. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Pour commencer... Je dis bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir, Catlego. Pour commencer, la première question que j'avais à vous demander, c'est comment chacun d'entre vous, vous définissez l'écoféminisme? Peut-être, Jules, on peut commencer par toi. Avec plaisir, et merci beaucoup pour ta présentation. Moi, je m'appuierai sur ce qu'ont écrit Vandana Shiva et Maria Mies dans leur ouvrage Écoféminisme en 98, qui est un texte, un livre très important à mon sens, qui a été traduit par une ancienne femme en noir, Edith Rubinstein, qui l'a traduit de manière complètement bénévole en français. Et dans ce livre, Vandana Shiva, donc de l'Inde, et Maria Mies, de l'Allemagne, travaillant ensemble, font une introduction dans laquelle elles expliquent que l'écoféminisme a notamment des origines antimilitaristes et anti-nucléaires très importantes. Et je pense, et donc il s'agit d'un mouvement collectif, d'un mouvement de critique structurelle du fonctionnement du monde, et aussi toutes les deux, par des chemins différents, elles montrent l'importance d'une critique du colonialisme et des rapports nord-sud tels qu'ils se sont développés à partir malheureusement du colonialisme européen. Donc je pense que c'est vraiment une définition qui me tient à cœur. Il s'agit d'un mouvement déjà ancien, d'un mouvement qui porte des critiques vraiment structurelles et d'un mouvement qui, dans lequel dès le début, il y a des féminismes du Nord comme du Sud qui sont impliqués de manière très marquante. Et encore une fois, et je vais le dire tout de suite, l'un des plus grands pollueurs et l'un des plus grands consommateurs de ressources aussi dans le monde, ce sont les armées, ou plus précisément les complexes militaro-industriels. Et ces complexes militaro-industriels les plus pollueurs et consommateurs de ressources, gaspilleurs de ressources, ce sont bien entendu les complexes militaro-industriels des États-Unis, de la France, d'Israël, de la Russie et de la Chine. Voilà. Merci beaucoup, Jules. Peut-être, avant de te poser d'autres questions, on va peut-être passer à Catlego. Pour moi, je pense que l'écoféminisme, c'est un principal qui pour toutes les personnes, pour moi personnellement, l'écoféminisme c'est un mode de vivre qui prend que des personnes et la Terre sont le même. Il n'y a pas, c'est pas possible de faire une séparation entre la vie, ma vie comme une personne et du senti de la Terre. C'est l'écoféminisme pour moi. Merci beaucoup, Catlego. Et Si, pour toi, c'est quoi l'écoféminisme?
Bon, les définitions évidemment résonnent avec ce que je vais dire. Moi, c'était d'abord une découverte de textes. Alors d'abord, en fait, depuis la France, moi, je connaissais pas avant forcément les textes de Vandana Shiva, etc. Donc ça a été la découverte de textes plutôt d'écoféministes qui ont lutté contre le nucléaire, par exemple, et qui sont définis comme sorcières, notamment l'écoféministe Starhawk, que vous connaissez peut-être. Et puis, ça a été aussi un élargissement progressif d'une analyse qui est posée dans certaines théories, dans les théories écoféministes, d'une oppression et d'une exploitation et d'une prédation à la fois sur le corps des femmes et du vivant non humain et des ressources de la terre, etc. Et moi, comme je parle depuis aussi, mon travail se situe depuis ma propre expérience, qui est celle plutôt d'une expérience gay, militante. Ça m'a intéressé de chercher des textes ou des formes d'écoféminisme qui pensaient la question de l'érotisme et de la sexualité, même si en fait énormément de textes le pensent et le posent au sein des théories écoféministes. Je pense par exemple à un texte qui a été écrit dans la deuxième moitié des années 90, en 97, par une féministe qui s'appelle Greta Gard, qui s'appelait Towards a Queer Ecofeminism, qui veut dire en français vers un écoféminisme queer, et qui essaye d'inviter l'écoféminisme à prendre en considération en fait toutes les conclusions et les analyses qui sont en train de se développer à ce moment-là autour de la théorie queer. Et à l'inversement, d'inviter aussi les analyses qui émergent autour de la théorie queer à prendre en considération les analyses et les apports de l'écoféminisme. Et là-dessus, il me semble que Greta Gard élargit aussi le champ, essaye d'élargir aussi le champ de l'analyse de la manière dont s'articulent les mécanismes d'oppression et d'exploitation, à la fois sur les questions de genre, de race, de classe, comme on l'a déjà dit, et sur les questions sexuelles et sur la construction aussi de minorités sexuelles, voilà, avec le développement du capitalisme colonial et hétéropatriarcal. Voilà, donc moi, cet écoféminisme-là, il me parle parce qu'il vient aussi me chercher aussi comme on le disait juste avant, dans ce que je suis. Et donc, c'est un des courants et une des analyses à partir de laquelle j'ai commencé à réfléchir aussi aux notions d'écologie queer, par exemple. D'accord. Peut-être quand on parle d'écoféminisme, souvent, il y a des personnes pour qui c'est vraiment une notion qui paraît très théorique. C'est comment est-ce qu'on peut concilier écologie et féminisme, d'une part. Je pense, Jules, tu parles justement du fait que ce soit un mouvement qui est ancien. Peut-être tu peux nous parler un petit peu plus de comment est né en fait l'écoféminisme. Alors, avec plaisir. Notamment donc dans des luttes contre les catastrophes nucléaires et aussi contre les catastrophes industrielles, donc par exemple Bhopal en Inde et Three Miles Island aux États-Unis, nucléaire. Et puis dans aussi la lutte contre des bases militaires comme la grande lutte de Greenham Common en Grande-Bretagne où des femmes pendant 10 ans ont encerclé un camp militaire états-unien, une base militaire nucléaire états-unienne où il y avait des missiles qui pointaient vers, à l'époque, l'Union soviétique. Donc pendant 10 ans, elles ont des campements, enfin un grand campement de femmes a entouré ce camp et puis elles essayaient de rentrer dans le camp, elles dansaient sur les silos de missiles, elles faisaient des choses très alternatives, disons, et ça a duré 10 ans et ça a été un campement à l'époque entièrement de femmes et de féministes et de lesbiennes. Et je pense que ça, c'est quand même important et c'est intéressant à souligner la manière dont vraiment, à ses origines, et comme l'a dit Si notamment, il y a une compréhension très claire de ce que le nucléaire, à la fois militaire et aussi civil, pose d'énormes problèmes, et aussi donc des problèmes militaires, disons, des problèmes de rapport nord-sud, des problèmes au moment où on extrait l'uranium, puisque pour extraire l'uranium, en général, c'est dans un cadre colonial ou néocolonial, et typiquement la France,
on le voit aujourd'hui, ces agissements en Afrique de l'Ouest sont notamment liés à la volonté d'essayer de garder la mainmise sur l'uranium. Bon. Donc, c'est un petit peu ça, un élément important de l'histoire de l'écoféminisme. Et vraiment aussi donc, cette critique de la logique qui assimile les femmes, la nature et les peuples colonisés ou les pays du Sud. Donc, il y a vraiment cette analyse, bien sûr, c'est aussi quelque chose qui passe par la vie quotidienne, etc. Mais c'est aussi important de voir la dimension profondément imbriquée de la manière dont les hommes blancs occidentaux, hétérosexuels d'ailleurs, ont posé une série d'équivalences entre peuples à coloniser, femmes comme quelque part non-être qui doit seulement travailler et se taire, et la nature qui doit être exploitée et qui est assimilée donc à la fois une femme à des peuples du Sud. Je ne veux pas être trop longue, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup, Julie. Katlego, donc on parle souvent, il y a cette tendance à voir l'écoféminisme comme quelque chose qui est totalement une notion théorique qui est inventée par des académiques venant notamment des pays du Nord. Mais qu'en est-il en fait de l'écoféminisme en Afrique? Nous avons constaté un grand sentiment d'application intersectionnelle du féminisme, mais c'est généralement le cas de l'Afrique. Nous sommes en avance sur les choses avant qu'elles ne soient nommées. Si vous regardez les mouvements à travers le continent, chaque fois que nous cherchons à lutter pour les femmes et les communautés marginalisées, les personnes à qui nous parlons sont déjà en contact avec la terre. Leur vie est davantage axée sur la façon dont ils peuvent se vivre. C'est notre terrain d'entente. Oui, nous souffrons de différentes manières et nous devons nous informer mutuellement sur nos différences avant de célébrer les similitudes. Cette éducation prend du temps car les forces qui nous séparent sont très fortes. Mais nous nous efforçons de nous rappeler qu'il n'y a pas de liberté sans d'efforts écoféministes. Nous constatons de plus en plus cette situation dans les domaines de la santé, de la justice, de la culture et de l'éducation. Lorsque nous regardons l'implication des personnes LGBT dans les différents mouvements de justice climatique ou de droits de l'homme, on constate de plus en plus de passages de la défense de la sexualité à l'autre côté. À l'autre côté, lorsqu'il y a de la place pour réorienter les efforts et les énergies. D'accord. Merci, Katlego. La prochaine question est pour Si. Je pense que tu as évoqué à un moment, en fait, l'écologie queer. Quelle est la différence ou aussi les similitudes, par exemple, entre l'écoféminisme et l'écologie queer? Est-ce que ce sont deux mots différents pour désigner une même chose ou bien ce sont deux choses totalement différentes? Je pense qu'il faut mettre en avant le terme écologie queer n'existe pas comme un... On n'en hérite pas de la même manière dont on hérite de l'écoféminisme, comme l'ont très bien rappelé Katlego et Jules. En fait, le terme d'écologie queer, il a émergé assez récemment. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu ce texte qui sort dans les années 90 aux États-Unis, mais en fait, le terme queer ecology, qui est un champ aussi académique. Donc,
un champ de recherche académique, c'est-à-dire d'étudier le développement de l'écologie politique en rapport avec, de mettre en rapport le développement de l'écologie politique avec un prisme et un regard queer. Et ça, c'est des choses qui se sont un peu, on va dire que ce domaine de recherche académique et universitaire-là s'est étendu au cours des 10 dernières années, encore assez peu aussi dans les milieux francophones, il faut le dire, en tout cas à ma connaissance, mais c'est un champ de recherche qui est en train d'évoluer. Mais il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même histoire militante, en tout cas, une histoire militante où ce terme même aurait circulé, parce que le terme même de queer, dans sa circulation, est beaucoup plus récent, par exemple. En revanche, chez moi, une partie de mon travail, c'est de réfléchir à une généalogie et à d'autres exemples qui, comme Jules l'a aussi rappelé, de mobilisation, et quête légaux, en fait, de mobilisation de personnes qui auraient été marginalisées en raison de leur sexualité, d'une sexualité soit non reproductive, soit dissidente aussi des normes hétérosexuelles ou dissidentes aussi des vies dissidentes des normes de genre binaire, c'est d'aller chercher dans ces existants, dans ces histoires et dans ces vies-là des exemples de mobilisation, d'organisation collective, d'initiatives qui raconteraient un engagement et la volonté de penser le lien avec, je dis la terre, le vivant, avec un environnement, avec la maison terre, pour reprendre la définition de l'oikos, voilà, la maison avec l'endroit dans lequel on s'inscrit. Et donc, ça passe, et ça c'est une partie de mon travail, c'est de raconter des histoires, par exemple au 19e siècle, d'un militant socialiste, gay, qui va travailler à faire émerger une conscience de ce qu'il est. Alors lui, je parle de Edward Carpenter, par exemple, je vais vous le marquer dans le petit... Voilà. Va travailler à se construire aussi une conscience en tant que sujet politique et va lutter contre l'industrialisation, par exemple, de son époque, critiquer le capitalisme industriel de son époque et le colonialisme de son époque, par exemple. Mais ça, en fait, il y a plein d'autres exemples. On a parlé des luttes antinucléaires, de lutte contre la déforestation, de mobilisation, en fait, de collectifs LGBT ou qui se reconnaissent aussi parfois selon d'autres appellations, notamment lorsqu'il ne s'agit pas nécessairement d'un prisme LGBTQI occidental, qui vont se mobiliser aussi, comme l'a rappelé Kat Lego, en fait, de manière organique aussi à fonction de leur environnement. Et moi, ça m'intéresse non seulement de raconter une partie de ces histoires-là, mais aussi d'essayer de penser à quel moment se construit aussi une pensée de qu'est-ce que ça veut dire élargir le concept de vivant pour y intégrer des questions autour du corps, de ce que je disais tout à l'heure, de l'érotisme, de la sexualité, et quels seraient ses pouvoirs aussi politiques. Voilà. Et dernière petite chose, il y a évidemment ce que tu mentionnais en introduction, qui est la question aussi analyser les vulnérabilités systémiques rencontrées par des personnes marginalisées ou qui cumulent différentes formes d'oppression et de marginalisation en raison, on l'a déjà énuméré, de leur classe, de leur sexualité, de leur race, etc. Et donc, ça m'intéresse aussi de mettre dans l'analyse en jeu la question sexuelle et de la minorisation sexuelle et quelle forme de vulnérabilité autant de catastrophes émergent. D'accord, merci beaucoup aussi. Je pense que toutes les trois, vous mentionnez quand même quelque chose qui est en fait le colonialisme et l'impact que ça a tant sur les luttes LGBTQ+, et aussi sur les questions environnementales. Donc aujourd'hui, au croisement justement des luttes écoféministes et LGBT+, comment appréhender en fait les effets du colonialisme? Peut-être Jules, tu peux te lancer? Alors, une autrice qui est très importante, je suis désolée, je suis des auteurs, je suis devenue philosophe là il y a 2 ans, donc c'est aussi, mais bon, je pense que c'est intéressant. Donc, une philosophe argentine qui s'appelle María Lugones a écrit un texte qui est très significatif où elle nous explique, donc c'est une penseuse du féminisme décolonial, et elle nous explique qu'en fait, dès 1492, donc dès le commencement de l'invasion coloniale européenne sur le continent
qui s'appelle maintenant le continent américain. Dès ce moment-là, la colonisation, elle a à la fois créé l'idée même de race et le contenu que la race a aujourd'hui. Donc, elle a racialisé toutes les personnes qui vivaient sur le continent américain. Elle a ensuite racialisé les personnes d'Afrique en les prenant de force et en les amenant de force pour être esclavagisées. Elle a aussi créé les personnes européennes comme blanches. Et en même temps, nous dit Maria Lugones, en même temps que la colonisation a créé la race, elle a aussi créé le genre et elle a aussi créé l'hétérosexualité. Donc en fait, c'est complètement, il y a un lien qui est extrêmement profond dès le début de la colonisation la plus ancienne, c'est-à-dire il y a plus de 500 ans, de la colonisation européenne du continent américain, qui a pris l'Afrique dans la boucle. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément très important. Et moi, je voulais parler aussi un petit peu des mouvements sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler et de connaître et de participer d'une certaine manière, même si en tant que personne européenne, blanche, française, c'est ce qu'on appelle le féminisme communautaire qui est parti notamment du Guatemala et de populations donc autochtones qui ont résisté et survécu à plus de 500 ans de génocide. Et ce sont ces femmes autochtones du Guatemala notamment qui ont, dès 2010, posé, dans le cadre de la lutte contre le néocolonialisme extractiviste, c'est-à-dire les transnationales qui viennent chercher le pétrole et différentes ressources. Donc, ça a été les premières au Guatemala à poser quelque chose qu'elles ont appelé la défense simultanée du territoire terre et du territoire corps. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et important que d'autres femmes autochtones et féministes et lesbiennes autochtones en Bolivie notamment, à peu près à la même période, elles sont arrivées à peu près à la même logique et aux mêmes revendications. Et en fait, elles font vraiment le lien entre la colonisation d'il y a 500 ans et les processus de recolonisation maintenant qui sont liés donc à cette avidité pour les ressources, donc notamment l'eau, le pétrole, l'uranium, l'or, le lithium, etc. Et donc, il y a eu un nouveau tournant, il y a eu un boom du prix des matières premières et un nouveau tournant extractiviste qui est très, très marqué, donc notamment en Amérique latine et dans les Caraïbes, mais aussi en fait en Afrique et en Asie. Et c'est vraiment contre ça qu'aujourd'hui, des femmes, des féministes et des lesbiennes autochtones se sont mobilisées et ont proposé, disons, cette analyse défense simultanée du territoire terre, du territoire corps et montrer la continuité sur le long terme des logiques coloniales. Voilà, donc ça, je pense que c'est une lutte tout à fait importante et c'est ce qu'elles se sont appelées féministes communautaires dans le sens où leur lutte part d'une organisation communautaire et à la fois elles font partie, elles défendent leur culture autochtone, disons leurs différentes cultures autochtones, et en même temps elles se considèrent, elles ne veulent pas être enfermées dans, on va dire, disons, elles défendent des cultures vivantes, pas des cultures figées, et souvent elles sont féministes, elles ne se réclament pas forcément du terme, mais disons, elles luttent aussi en tant que femmes, en même temps qu'elles luttent contre le colonialisme. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Jules. Si, toi aussi, tu parlais notamment de colonialisme lorsque tu parlais de l'écologie queer. Donc aujourd'hui, par exemple, si on doit parler d'une écologie décoloniale, comment tu le verrais et quelle serait la place de l'écoféminisme en fait dans cette démarche? Alors moi, je peux parler plutôt à partir de liens effectivement entre écologie queer et le lien avec la décolonialité. Moi, je pense qu'un des enjeux sur lesquels, par exemple, je travaille en ce moment, c'est que faire, parce que du coup, je suis allé chercher des histoires. Et je suis allé chercher des histoires, et quand je dis histoire, c'est pas forcément des fictions, même s'il y a une part de fiction parfois dans la manière dont les personnes se sont racontées, mais je suis allé chercher des exemples dans le passé, depuis le 19e, de tentatives de se penser, notamment à partir du moment où émerge, ce que mettent en avant notamment les travaux de Michel Foucault, émerge une conscience, en tout cas l'homosexuel, une figure homosexuelle avec une histoire, un passé, éventuellement un mode de vie, etc. Je vais aller chercher des moments dans l'histoire, notamment européenne, où des personnes qui se sont comprises
et qui ont été renvoyés à une forme d'expérience de la minorité à cause de la police, de la justice, de la psychiatrie, etc., ont essayé de penser leur situation dans le monde, mais éventuellement d'autres modes de vie. Et force est de constater que ces personnes, notamment je vous ai parlé d'Edward Carpenter, qui écrit sous l'époque victorienne, donc qui est un moment d'expansion coloniale et de violence coloniale extrêmement fort, écrit tout en s'engageant contre l'impérialisme, écrit avec des lunettes d'intellectuels blancs, en reproduisant en fait toute une histoire d'un fantasme aussi de l'autre. Et ce qui m'intéresse dans beaucoup d'histoires que je déplie jusqu'aux années 70 en réalité, et même jusqu'aux années 80, c'est la manière dont, pour se construire aussi un militantisme, des militantistes de libération, souvent, il y a eu un besoin d'aller chercher d'autres histoires. Alors parfois, ça remonte à des histoires dans la Grèce antique, ça remonte à des histoires en Assyrie ancienne, en Égypte, etc. Mais il y a le besoin d'aller chercher des géographies et des temporalités et des sociétés très larges pour essayer de voir dans l'histoire si on aurait existé. Donc il y a une sorte de fantasme un peu d'un homosexuel universel ou d'un queerisme ou d'un queer universel qui aurait existé à différentes époques et qui aurait joué des rôles sociaux importants, notamment des rôles thérapeutiques, spirituels, etc. Et donc, il y a une sorte de captation aussi de culture non occidentale qui va s'opérer par des intellectuels et des militants gays blancs pour essayer de revaloriser leur propre conscience gay et leur propre recherche identitaire et politique. Et alors, voilà, c'est un geste qui est critiquable, mais c'est un geste qui est aussi politiquement révèle quelque chose d'une tentative. Et donc, pour moi, là, il y a quelque chose d'une dimension évidemment coloniale qui va se rejouer aussi dans l'histoire, par exemple, d'occupation et d'achat des terres. Par exemple, on sait qu'une partie de l'écologie politique blanche, c'est les travaux, par exemple, de Malcolm Ferdinand ou de Denetem Twambona. Je vous mettrai les mettre en avant, mais en fait, un autre, Bellux le mettait aussi en avant dans Cultiver l'appartenance. Enfin, il y a en fait énormément de textes. Et on sait qu'une partie de l'écologie politique blanche s'est construite en occultant, et notamment de l'environnementalisme, avec la création de parcs naturels, etc., s'est construite en occultant ou en faisant au contraire le choix politique d'occulter la question de la violence coloniale. Et il me semble que là aussi, quand on parle de création de communautés sur des territoires non cédés, par exemple aux États-Unis, mais pas uniquement, il y a quelque chose aussi d'un impensé quand on valorise en fait ces créations de communautés, de collectifs, etc., notamment sur des territoires occidentaux. C'est intéressant de voir comment, par exemple, dans les années 70 ou 80, quand on créait des communes rurales, en fait, la question de l'impensé colonial derrière ce geste. Je ne suis pas en train de taper sur cette dynamique-là, c'est en fait très complexe, mais elle est aussi très présente. Et il me semble que moi, là où je me situe, c'est pour ça que je ne réponds pas sur qu'est-ce que ce serait une écologie décoloniale globale, c'est que ce serait aussi d'aller voir dans ces histoires qui, moi, me sont plus proches, la dimension aussi de reconduction d'imaginaires coloniaux, de fétichisation, etc., plutôt que, voilà, pour essayer de reconstruire quelque chose à partir de nos propres territoires, voilà. Donc, il me semble que là, c'est par ailleurs aussi très important. J'aurais d'autres choses à dire, mais peut-être on aura le temps de déplier, notamment sur les questions de migration, etc. Merci beaucoup, Si. Je pense que tu parles de violence coloniale et on ne peut pas aussi occulter, par exemple, les violences coloniales envers les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, notamment avec, par exemple, des lois qui criminalisaient jusqu'à, par exemple, au Botswana, il n'y a pas si longtemps que ça, on a dépénalisé les relations entre personnes du même sexe. Katlego, pour toi, par exemple, quand on parle de colonialisme, à la fois par rapport aux questions écologiques et aux questions liées à la diversité sexuelle et de genre, est-ce que, par exemple, quand on parle par exemple des violences coloniales ou autres, est-ce que tu arrives à voir on va dire des points communs et aussi peut-être des moyens de pouvoir lutter contre ces vestiges coloniaux un peu?
Par Botswana, c'est un pays qui est un peu étrange parce que nous n'avions pas une colonie. Les Angleterre ont nous protégé. Donc, quand nous parlons de notre histoire de colonialisme, beaucoup de gens pensent que nous n'étions pas colonisés. Mais si tu veux comment des personnes vivre ou pensent beaucoup, il y a un petit peu de colonialisme dans les modes de vivre, de penser. Donc, quand nous voyons pourquoi nous avons previously des criminalités. Pourquoi nous avions criminalisé l'homosexualité, par exemple? C'était parce que les Angleterre ont nous donné le Penal Code. Donc, quand nous voyons comment l'écoféminisme et le colonialisme est fait, Botswana, c'est des luttes de décolonisation continuent. Mais c'est décoloniser, c'est une lutte de décoloniser comment des personnes pensent. C'est pas peut-être décoloniser des espaces. Mais quand nous voyons l'espace et du travail de écoféministe dans Botswana, dans les mouvements, nous voyons que des personnes font de travail, mais ils ne pensent pas de quoi ce qu'il fait. Donc, il n'y a pas des cultures de dire que c'est une lutte de décoloniser comment nous peut progresser. En fait, ensemble. Donc, il y a des espaces qui fait beaucoup de progrès et il y a des autres espaces où des personnes pensent quand ils voient le monde, ils ne voient pas tout le monde. Ils voient seulement quoi ce que ils pensent que c'est possible. Ils ne croient pas que le monde, c'est tout le monde, c'est très divers, c'est très grand. Ils pensent dans un petit espace. Je ne sais si ça fait du sens. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est que cette décolonisation passe pas seulement par la décolonisation de l'espace ou des lois, mais ça vient aussi par la décolonisation de la façon dont on pense, dont les gens réfléchissent et dont ils font les choses. C'est ça? Ouais. Merci beaucoup, Katlego. J'avais une question pour Jules. Aujourd'hui, en fait, l'Afrique produit le moins de CO2 comparé aux autres pays. Mais pourtant, l'Afrique porte en fait une charge très lourde en ce qui concerne les effets des changements climatiques. Et parfois, il y a des gens qui l'appellent même un peu une sorte de néocolonialisme vert. Est-ce que l'écoféminisme nous permettrait, et comment, d'atteindre une gouvernance écologique mondiale qui serait beaucoup plus équitable? Si des écoféministes avec une pensée un petit peu radicale étaient au pouvoir, certainement. Mais je ne vois pas
exactement comment d'un coup ça va pouvoir avoir lieu. Mais par contre, ça, ce que tu dis, la première partie de ta question, de ta réflexion, me fait penser à quelque chose que je voudrais souligner et qui a été souligné par beaucoup de femmes, de féministes et de lesbiennes, notamment justement de la diaspora afro, disons, dans le monde, c'est la question de la justice environnementale et du racisme environnemental. Et ça rejoint des choses que les deux autres panélistes ont souligné aussi, c'est-à-dire le fait que ce ne sont pas les personnes et les groupes sociaux et les régions du monde qui dépensent le plus de ressources non renouvelables et qui polluent le plus, qui, disons, payent nécessairement en premier les conséquences. Bien au contraire, en général, ce sont les régions du monde et les groupes sociaux qui font le moins de dégâts environnementaux qui sont quand même les premiers touchés. Et donc, notamment, les pays du Sud, les femmes des pays du Sud, dans les pays du Sud en particulier, d'ailleurs, donc, comme tu l'as dit, le continent africain. Donc ça, c'est aussi une dimension très, très importante de la question de la critique imbriquée des rapports sociaux de sexe, de classe, de race, du capitalisme colonial, du patriarcat, hétéropatriarcat et des logiques coloniales racistes. C'est cette question de, oui, là j'étais à un colloque sur l'anthropocène et en fait c'est mal dit l'anthropocène, c'est-à-dire c'est vraiment, il y a des responsabilités très claires et il y a des gens qui sont, et encore une fois c'est pas que des gens à titre individuel, c'est des groupes sociaux, des pays entiers qui sont, ou des quartiers tout entiers, qui sont beaucoup plus que les autres, alors que c'est pas en effet ces groupes sociaux qui disons, consomment et produisent la pollution. Voilà. Il me semble, en tout cas aussi d'un point de vue écoféministe, qu'une des premières choses à faire si on voulait commencer à résoudre les problèmes, c'est mettre en ceinture, je le dis, c'est un hispanisme, mais c'est contrôler de manière très très ferme les budgets militaires. Déjà pour commencer, et les budgets militaires aussi bien en temps de paix que bien évidemment en temps de guerre, puisque les guerres produisent une destruction, une pollution et un gâchis de ressources, en plus de toutes les horreurs qu'elles produisent et de tous les rapports de force qu'elles contribuent à renforcer. Les guerres, c'est une catastrophe, on va dire, environnementale. Et regardons qui est en train de faire la guerre maintenant, avec des armes produites par qui, avec des ressources extraites d'où, enfin, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose que, en tant que féministe aussi, et en tant qu'écoféministe et en tant que lesbienne, c'est vraiment, ça pourrait et ça devrait être une de nos priorités de nous mobiliser de manière beaucoup plus forte contre ça. Parce que, certes, à notre niveau individuel, on peut faire plein de choses, plein de petits gestes, etc. Mais tous ces petits gestes, ils sont balayés par un Rafale qui vole et qui largue des bombes en 1 heure, quoi. Il détruit une année d'efforts et bien plus évidemment des personnes à titre individuel. Donc voilà, je pense, j'insiste vraiment beaucoup sur cette dimension. Et donc l'antimilitarisme, aussi dans la vie quotidienne, c'est un acte écoféministe, à mon sens, tout à fait très important. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va revenir à la question de l'antimilitarisme dans un instant. Avant d'aborder la question de l'antimilitarisme, j'aimerais aborder la question du capitalisme et du consumérisme. Parce que l'écoféminisme repose aussi sur le rejet justement du modèle consumériste et capitaliste. Et ce que je voudrais savoir, c'est que qu'est-ce que cela implique pour les luttes LGBTQ+, alors parce qu'on parle justement de ce croisement entre l'écoféminisme et les luttes LGBT+. Peut-être on peut commencer par Si, cette fois-ci. Oui. Non, ça me fait réfléchir ce que disait Jules. Mais bon, si tu dis qu'on en parle plus tard, on en parle plus tard. On peut en parler maintenant aussi. Non, mais parce que bon, de toute façon, c'est lié, hein, mais je réfléchissais en fait à beaucoup d'exemples aussi de militants sur lesquels je travaille où en fait la question de l'antimilitarisme, elle est aussi très présente. J'ai parlé de Carpenter parce que je suis un peu obsédé par lui, mais la question de l'antimilitarisme et de la lutte contre la guerre, elle est essentielle, même si ça ne s'inscrit pas forcément toujours dans une analyse écologique.
de ce que ça produit à l'époque. C'est plus sur la question de la violence humaine, etc. Et de même, Carl Whitman, un autre auteur qui, lui, a créé des communautés, s'est engagé et a réfléchi à la question du capitalisme aussi, des ghettos gays dans les grandes villes, etc., et du consumérisme, s'est construit aussi un militantisme politique en luttant contre la guerre, contre le Vietnam. Donc, en fait, on trouve quand même que depuis ces espaces-là, dont on parle depuis tout à l'heure, comme le dit bien Jules aussi, j'aime bien effectivement, référence à son livre aussi, j'aime bien ce terme d'imbrication, quoi. Les choses s'imbriquent et les luttes, en fait, souvent, en déclenchent une autre, en fait, parce qu'il y a évidemment une cohérence pour s'attaquer à un complexe plus général. Et donc, ça m'amène peut-être à répondre sur la question du capitalisme, qui était de dire qu'évidemment, il y a un enjeu dans la mesure où l'émergence aussi du capitalisme a pu favoriser pour certains groupes et notamment pour certaines expériences LGBT une progressive accès à, on va dire, la grande ville, des formes de sociabilité, etc. Il y a un enjeu évident, de plus en plus prégnant aujourd'hui, de réussir à réfléchir d'autres manières de vivre ensemble, de faire l'amour, de penser nos parentés et nos filiations, hors des modèles qui sont en fait des modèles dont on sait qu'ils sont délétères en fait, et qui participent à l'effritement et à l'exploitation de la vie. Et je pense qu'il y a un enjeu de penser ce dans quoi nous sommes toutes prises de multiples manières. Il ne s'agit pas de se présenter comme des êtres qui parviendraient à une existence hors du capitalisme, parce qu'en fait, on y est toutes prises de manière diverse, mais d'inventer et d'essayer de réfléchir, de faire déjà un diagnostic des endroits où on y est attaché, parfois pour notre survie aussi, et aussi parfois où on se fait manipuler, où en fait, sous couvert de nous représenter, de nous dire qu'on va nous donner accès à des droits, en fait, ou de nous rendre, de dire qu'on va être plus visible, en fait, on est visible selon un certain type de modalité et surtout selon en fait des formes de commercialisation aussi de nos visibilités, dont on sait très bien, et on le voit particulièrement en ce moment, que ça peut se retourner à partir du moment où on devient plus bankable. Et je pense que la question des montées des fascismes en ce moment, elle est aussi extrêmement importante à penser, parce qu'en fait, le rétrécissement des droits LGBTQI, il est réel, notamment dans des pays sur lesquels on a beaucoup insisté en termes d'accès aux droits, des militantismes sexuels. Je pense aux États-Unis, mais pas uniquement, en France aussi, en Espagne. Il me semble que là, il y a quelque chose qui devient de plus en plus prégnant et qu'il nous faut penser aussi conjointement, voilà, avec une critique du capitalisme, quoi. Merci beaucoup, Assi. Jules? Alors ça, j'embraye sur ce que vient de dire Si. Il y a des différentes personnes qui ont développé l'idée. Alors, il y a Jasbir Puar qui a développé le concept d'homonationalisme. Il y a Sarah Faris qui a développé le concept de fémonationalisme. Et moi, je propose le concept de lesbonationalisme. Et ça a à voir avec ce que Si disait sur la question de comment, dans certaines circonstances, aussi bien les droits des femmes que les droits des gays, que les droits des lesbiennes ou les droits LGBT sont instrumentalisés, notamment donc, par les pays du Nord ou occidentaux, pour, dans le cadre des guerres globales, notamment depuis 2001, pour dire, voyez, nous, on est les gentils, les démocraties, les civilisés, alors que les autres pays, les autres cultures, les autres religions, suivez mon regard, ne respectent pas les femmes, l'égalité des sexes et les LGBTQI+. Et ça, c'est un piège terrible dans lequel un certain nombre de femmes, un certain nombre de gays et un certain nombre de LGBTQI+, tombent. Et quelquefois, on y tombe un petit peu, pas obligé, mais il y a une certaine logique, parce que, par exemple, face au rétrécissement, au durcissement des lois migratoires, une partie des gens, notamment, moi je l'ai vu en militant en appui aux lesbiennes migrantes et contre le racisme dans le mouvement lesbien, mais pour
se faufiler dans le tout petit, la toute petite ouverture pour pouvoir être acceptées comme réfugiées en tant que lesbiennes, on finit par être obligé de produire des discours qui sont finalement des discours racistes sur les pays ou les cultures d'origine. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de discrimination dans les endroits d'où viennent les lesbiennes, mais il y a tout autant, pas tout autant, mais il y a d'autres discriminations très graves également, par exemple en France. Donc, le lesbonationalisme, comme l'homonationalisme et comme le fémonationalisme, c'est quelque chose dont il faut extrêmement se méfier et en même temps vers lequel on peut être poussé par la droitisation, la fermeture des frontières, l'aggravation de la situation économique dans plein d'endroits, y compris dans les pays du Nord. Donc voilà, ça pour prolonger un petit peu ce que disait Si. Et une autre chose que je voulais mentionner, une autre autrice, parce qu'on dirait que le capitalisme et le militarisme, c'est deux choses différentes, mais en fait, non. Donc, je voulais mentionner André Michel, qui a aussi d'ailleurs été une des premières qui fait des recherches sur la question de la migration et de la migration algérienne en France, et c'était aussi une anticolonialiste acharnée et pionnière en France. Donc, André Michel, elle a beaucoup développé la question du complexe militaro-industriel. Ce n'est pas un concept qu'elle a inventé, mais qu'elle a développé en tant que féministe. Et elle montre très bien que, en fait, ce qu'elle appelle ce complexe militaro-industriel, qui est l'industrie, qui est les banques, qui est l'armée, qui est le budget des armées, qui est aussi l'industrie culturelle qui sous-tend le militarisme et qui présente, par exemple, la guerre comme quelque chose de beau, d'héroïque, de désirable, etc. Donc, ce complexe militaro-industriel, c'est lui qui tire la croissance économique du capitalisme, en fait, et qui aussi, en provoquant la destruction par la guerre, ensuite permet la reconstruction, etc. Enfin, vous voyez, c'est horrible à dire, mais je suis sûre que le bâtiment se frotte les mains et Lafarge, par exemple, se frotte les mains en se disant tout ce qu'on va avoir à reconstruire dans la bande de Gaza, par exemple. Donc Lafarge s'est enrichi pendant la guerre en Syrie et en Irak. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler autour de ça. Et je voudrais aussi citer quand même Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, donc au début du XXe siècle, elle a bien dit que le capitalisme, c'était la barbarie et c'était la guerre. Elle parlait de la barbarie de la Première Guerre mondiale, mais cette Première Guerre mondiale, elle était liée au colonialisme, au développement de l'impérialisme, à la volonté, encore une fois, des pays européens d'accéder, donc là, une deuxième phase de colonisation, d'accéder à la fois aux richesses, aux ressources et au marché des pays du Sud. Donc voilà, je pense que tout ça, c'est, je reviens encore et encore sur ces mêmes questions, mais tout ça, c'est lié à ce qu'on dit sur le colonialisme, le racisme, les logiques hétéropatriarcales et le capitalisme. Et c'est tout ça, à mon avis, que l'écoféminisme et nous, en tant que LGBTQI, qu'on pointe du doigt et qu'on essaye de transformer. Voilà. Merci beaucoup, Jules. Donc, je pense qu'on avait dit qu'on allait parler de militarisation tout à l'heure et qu'on a quand même parlé. Avant de revenir au sujet, je voulais aussi demander à Kat Lego, justement, notamment comment se conjugue justement lutte LGBT+, et consumérisme et capitalisme, notamment en Afrique. Pardon, répétez s'il vous plaît. Comment en fait le rejet quel est l'impact en fait du capitalisme et du consumérisme sur les luttes LGBT en Afrique? Je pense que l'impact c'est très grand, mais en fait, ne pense pas ne pense pas de l'effet parce que pour beaucoup de personnes, le premier concern, c'est la liberté de vivre. Donc, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup des choses qui fait que la vie, c'est difficile pour beaucoup de personnes LGBTQ. Donc, le capitalisme, l'impact du capitalisme, nous peut le voir que dans comment the laws
Les lois. qui... Pardon? Les lois, c'est ça? Les lois, oui. Comment les lois sont utilisées contre des droits de personnes, si tu es LGBTQ+, ou non. Mais il y a beaucoup d'oppression et je sais que across the world, pour tout le monde, à part tout le monde, c'est difficile il n'y a pas d'argent, c'est très expensive de vivre, mais en Afrique, spécialement, il y a des difficultés que tu dois trouver un mode aux manières de faire d'argent, d'être productive, et c'est par ça que je dis l'impact de capitalisme dans la vie de personnes LGBTQ, c'est très grand, mais ne donne pas l'attention qu'il doit, qui nous doit le faire. Ouais. Merci, Kat Lego. Donc, si j'ai bien compris, en fait, l'impact du capitalisme sur les personnes LGBTQI est quand même grande, mais ne reçoit pas nécessairement l'attention qu'elle devrait recevoir, c'est ça? Merci. Alors, j'avais 2 questions. Donc, la première, c'était pour Jules. Tu parles notamment de Jasbir Puar et de l'homonationalisme. Et je pense que les 2 questions se rejoignent un peu, mais en fait, on parle à la fois du rejet de la militarisation du capitalisme et à la fois, on instrumentalise quelque part notre cause à nous pour finalement, quand on parle d'écoféminisme, et on est là face à une instrumentalisation aussi de la cause LGBTQ, et parfois on parle aussi d'éco-nationalisme. Comment est-ce qu'on peut lutter justement contre cette instrumentalisation de notre cause? Alors déjà, peut-être en prenant conscience de ce risque d'instrumentalisation, en discutant entre nous et de manière, je pense, de manière amicale et amoureuse, en se signalant mutuellement quand on risque peut-être de glisser, disons, et de se faire avoir. Et puis quelquefois aussi de manière ferme. Et donc, moi, je me rappelle, pour les 25 ans de Stonewall, un truc qui était complètement fou. J'avais été avec des amis, je vivais au Salvador à l'époque, donc en Amérique centrale, et j'avais été avec les copines du premier groupe de lesbiennes qui avaient été invitées pour les 25 ans de Stonewall. Donc, nous voilà à New York en train de manifester, etc. Et puis, en fait, la grande fête pour des 1 million de personnes qui étaient là et tout, elle était organisée, la fête LGBTQI+, sur un ancien porte-avions états-unien, donc, qui avait été impliqué, je ne sais plus, dans la guerre du Vietnam ou je ne sais pas quoi. Et donc, ça ne semblait déranger pas grand monde que la fête LGBTQI, ce soit une fête sur un porte-avions militaire. Et nous, on était, je pense, 50 à peine à manifester devant l'endroit de la fête pour dire, mais attendez, c'est pas possible. On est des lesbiennes, des gays, des queers, des intersexes, etc., etc. Et on fait la fête sur un porte-avions militaire. Il y a un problème. Donc voilà, ça je pense que pour moi c'était assez marquant et on était vraiment tellement minoritaire, c'est fou. Donc quand Jasbir Puar écrit sur et fait une critique du fait que il y a une partie du mouvement LGBT QI+, qui valorise le fait de servir dans l'armée, ça c'est pas possible pour moi, c'est quelque chose
oui, je ne peux pas l'entendre. Enfin, je ne peux pas l'entendre, bien sûr, je l'entends, mais je trouve qu'on se tire une balle dans le pied et on tire une balle très concrètement aussi sur des gens. Enfin, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait important dans la critique que fait justement donc, une partie du mouvement queer et du mouvement queer of color, notamment aux États-Unis, à une autre partie du mouvement LGBTQI qui est complètement dans les logiques, c'est ça la réflexion de Puard sur l'homonationalisme, toute une partie du mouvement, il est dans des logiques d'intégration dans le système et en fait, les personnes qui peuvent se permettre cette intégration, en réalité, c'est des personnes plutôt blanches et plutôt de classe moyenne ou supérieure. Donc, il y a vraiment, dans la critique que fait Jasbir Puard de l'homonationalisme, dans la description de ce que c'est, il y a vraiment l'idée qu'il y a le blanchiment du mouvement LGBTQI+, il y a sa classe moyennisation, sa volonté de respectabilité et d'intégration, y compris donc d'intégration dans les structures les pires du système. Et donc, parmi ces structures les pires, il y a le service militaire. Mais on pourra aussi bien dire la police. Mais enfin, le service militaire, c'est encore pire que la police, puisque aller faire la guerre chez les autres en plus. Aller mener la désolation, amener la désolation dans les autres pays. Voilà. Donc, j'espère répondre un petit peu à la question comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Jules. Et du coup, l'autre facette de la question, c'est on a l'homonationalisme et tout, mais on a aussi l'instrumentalisation de la cause par justement le système capitaliste et consumériste à travers notamment tout ce qui est greenwashing et pinkwashing. Et du coup, ce que j'aimerais demander peut-être cette fois-ci à Si, comment est-ce qu'on peut justement lutter contre ce phénomène? Alors, pour que je comprenne bien la question, si tu veux dire le croisement entre pinkwashing et greenwashing. Oui. Bon, déjà, merci beaucoup pour les interventions précédentes avec lesquelles j'adhère à fond. Moi, je fais partie de plusieurs groupes militants et donc j'ai été à la fois membre de groupes, de collectifs liés à la justice climatique, de collectifs d'accompagnement aussi, comme le disait Jules tout à l'heure, d'accompagnement d'aide aux migrantes LGBTQI, notamment pour les demandes d'asile. Et puis aussi souvent lié à des questions d'action directe. Donc la question des stratégies aussi politiques, elle évolue aussi à partir de mes endroits de militance, qui se déplacent aussi en fonction des endroits où je vis. Et maintenant que je vis à Marseille, je ne vis plus à Paris, ça a aussi un peu reconfiguré la manière dont je m'autorise et je peux imaginer des stratégies. Moi, je pense qu'il y a évidemment des diagnostics en fait aussi à faire, notamment sur ces mécanismes d'instrumentalisation, ces manières de replacer ou d'analyser. Alors, on a parlé de Lafarge tout à l'heure. En fait, le rôle des grandes industries, et quand je dis des grandes industries et des institutions, et des liens, par exemple, entre les grandes industries, les multinationales, les transnationales, l'État, les pouvoirs politiques et des institutions culturelles, notamment. Parce que le greenwashing et le pinkwashing, ils se jouent en fait dans une série d'espaces et d'infrastructures où on va avoir la récupération d'enjeux minoritaires, mais qui en fait superficialisent les véritables luttes qui sont en jeu et toute cette intersectionnalité, ou en tout cas cette imbrication qu'on essaye de décrire tout à l'heure, pour en faire alors des tentatives d'assimilation, ou alors parfois qui vont instrumentaliser, mettre en avant par exemple des logiques décoloniales, des artistes, des autoristes, des personnes qui produisent des pensées sur l'écologie, sur le vivant, tout en, à côté de ça, étant ministre sous Macron, ou en ne se positionnant jamais en tant qu'institution culturelle, par exemple, sur des conflits qui sont en fait clairement des conflits liés à l'histoire, à une certaine histoire du colonialisme. Suivez mon regard, par exemple. Et donc, il me semble que là, il y a un travail la lutte, elle passe aussi par le savoir. Et elle passe aussi par le fait de travailler sur les liens de financement entre différentes institutions politiques, culturelles, etc., de les mettre à jour et de questionner aussi, nos dépendances. On a parlé tout à l'heure, c'est pas facile de se détacher et de prendre la parole. Donc, il faut aussi s'interroger sur nos dépendances financières, matérielles, en fonction des différents groupes sociaux. Tout le monde ne peut pas se permettre de la même manière une critique. Et si oui, voilà, comment on peut se tenir responsable collectivement et s'aider aussi à visibiliser les cas de greenwashing et de pinkwashing.
Oui, en fait, il y a plein d'exemples. En fait, les exemples sont tellement multiples en ce moment, mais je pense qu'il faut aussi proposer, peut-être que ce sera un des mots que je voudrais ajouter, ça veut dire aussi qu'il faut montrer d'autres manières. Une partie, moi, de ce qui m'intéresse en ce moment, c'est aussi de raconter des histoires de tentatives qui auraient essayé de s'émanciper, en fait, aussi de certaines modalités d'assimilation et de proposer ou de réfléchir à d'autres réseaux de solidarité, de sociabilité, en temps de crise, en temps de guerre, etc. Et il me semble que là-dessus, on l'a déjà évoqué, mais en fait, il faut aussi qu'on puisse faire exister d'autres modèles. Et donc, il y a des choses à continuer à inventer. Donc, il y a à la fois un diagnostic en fait, des rapports de force qui doit être de plus en plus développé, et en même temps, une valorisation aussi de ce qui s'invente en fait, depuis plein d'espaces différents. Bon, voilà. Merci beaucoup aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes que tu dis là. Il y a notamment la question justement d'étudier les rapports de force et en même temps de voir aussi les modèles de solidarité qui se créent, qui s'inventent. Il y a peut-être une question que je me pose souvent, c'est que au sein de nos mouvements, comment est-ce que vous évaluez en fait la capacité des mouvements à s'autocritiquer, à regarder et voir où est-ce qu'on est en train d'échouer? Je vois Jules hocher la tête, tu veux te lancer? Je ne sais pas, c'est difficile, c'est la question la plus difficile, l'auto-évaluation, puis on n'a pas forcément toutes les informations, le temps déjà, s'il faut qu'on s'arrange pour survivre, comme disait Katlego tout à l'heure, survivre matériellement, survivre émotionnellement, si en plus on a le temps, on arrive à trouver du temps et de l'énergie pour militer, si en plus il faut trouver le temps de s'auto-examiner et s'auto-critiquer, j'avoue que ce n'est pas toujours évident. Mais bien évidemment, c'est nécessaire, non seulement utile, mais nécessaire. Mais c'est vrai que ça fait quand même, c'est une grosse exigence. En même temps, bien évidemment, c'est important et je pense que, encore une fois, c'est le collectif qui nous permet de mieux comprendre, mieux nous situer, arriver à rectifier des erreurs, etc. Et je voulais juste revenir en arrière un petit peu sur la question du pinkwashing, parce qu'il y a des recherches très intéressantes qui montrent comment il y a une nouvelle discipline qui est enseignée dans des universités et tout, qui s'appelle le branding. Et il y a des brandings de pays et des brandings de villes. Et donc le branding, c'est une espèce de pub, je ne sais pas bien comment le dire, mais comment rendre sa ville attractive pour le tourisme international, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais dans le tourisme, enfin le tourisme, c'est aussi une activité, une industrie très, très mauvaise pour l'environnement et qui fait le lien avec la question LGBT, parce que la promotion du tourisme gay, c'est toute une logique, il y a toute une logique de pinkwashing là-dedans, et parfois de greenwashing, mais là, dans le pinkwashing. Et il y a des recherches très intéressantes sur la manière dont la ville de Tel Aviv a recruté notamment des spécialistes de branding de ville et mettent en avant le fait d'être LGBTQI+ friendly, évidemment pas pour tous les LGBT, notamment s'ils sont arabes, c'est un petit peu mort, mais comme une manière de développer le tourisme et de se donner une bonne image. Donc voilà, ça c'est un petit truc qui me venait à l'esprit, mais que je pensais qu'il était intéressant de dire. Et il y a d'autres villes qui font ça, hein. Par exemple, tout d'un coup, le Brésil, alors que le Brésil, c'est un des pays où il y a le plus d'assassinats de personnes LGBTQI+, et notamment de trans, et notamment de personnes noires, LGBTQI+, et ben c'est aussi le pays où maintenant c'est devenu la grosse mode d'aller à la Pride à São Paulo, où il y a d'un coup 1 million de personnes dans la rue. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut réfléchir autour de ça. Et puis, je voulais peut-être juste dire un mot à propos des alternatives, parce que Sia a dit des choses tout à fait intéressantes sur la question des communautés, sur des terres non cédées, mais je pense que c'est intéressant aussi de voir comment, notamment le mouvement des sans-terre au Brésil et les mouvements noirs à travers les luttes des quilombos, donc des personnes qui avaient fui la mise en esclavage et qui se sont installées sur des terres, et aussi la question des luttes des populations autochtones pour la démarcation des terres. Tout ça, ça fait partie de luttes dans lesquelles il peut y avoir des participations de femmes, de féministes, de LGBTQI+, des luttes pour essayer de
créer des choses ou maintenir ou développer des choses alternatives qui existent quelquefois depuis très longtemps. Les quilombos, il y en a qui existent depuis plusieurs siècles. Voilà. Merci beaucoup, Jules. Donc, je reviens encore à la question initiale, donc, de la capacité de nos mouvements à s'autocritiquer. Si, tu en penses quoi? Franchement, je suis hyper d'accord avec ce que vient de dire Jules, donc je sais pas ce que j'allais pouvoir rajouter, mais je suis d'accord sur la capacité. En fait, je pensais à la même chose sur la question du collectif. De dire, bon, il y a les questions de temporalité, en fait, pouvoir. Je pense que des fois, on peut pas être dans l'auto-analyse, surtout quand on est dans l'action. Il y a des moments où on tranche, on est dedans et on est obligé, voilà, d'avoir une lunette qui est celle de notre stratégie politique élaborée collectivement. Mais le temps de l'après, de la digestion, de prendre aussi le temps de mesurer ce que l'action nous a fait, ce que les stratégies politiques nous font, aussi physiquement. Voilà, ça, c'est aussi le rôle de la communauté et des collectifs qu'on se crée, au sein desquels on essaye de fonctionner. Donc, je suis vraiment d'accord avec ce que vient de dire Jules. Donc, je pense aussi que pour l'autocritique, il faut penser le soin. Il faut penser le soin, aussi la manière dont on prend soin les unes des autres dans nos stratégies de lutte pour pouvoir intégrer, accueillir, faire fleurir cette capacité d'analyse et de remise en question et ne pas vivre l'échec sur un plan moral ou les limites aussi de ce qu'on expérimente, voilà, avec violence. En tout cas, d'essayer de désincruster les endroits de violence qui s'y jouent. Donc ça, c'est la première chose. Et je sais pas pour... Oui. Et non, j'allais rebondir sur autre chose que venait de dire Jules sur la question des communautés, effectivement, du mouvement sans terre. Et je pense qu'il y a aussi la question des espaces qu'on arrive à dérober, qu'on arrive à construire aussi dans les villes. Et en fait, je pense que les espaces qui sont les nôtres, en tout cas, moi, je parle depuis la France, il y a aussi une nécessité de faire exister des espaces communautaires, de récupérer, d'essayer de lutter contre les spéculations financières, des formes de gentrification, des logiques aussi d'expulsion, et d'essayer de voir comment on arrive à tisser autrement des formes de vie collective, alternative, même au sein d'espaces urbains ou périurbains. Et à construire des rapports de force aussi à partir d'espaces et de territoires. Là, il y avait l'exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, notamment en France, mais en fait, il y en a plein. Il y a le Larzac, le plateau du Larzac, il y a plein d'autres exemples qui émaillent, qui ne sont pas uniquement les exemples que je donnais aux États-Unis, qui se passent aussi, qui sont très articulés aussi à des questions d'une histoire coloniale. Voilà, je vais arrêter là. Merci beaucoup. Si. Et je trouve que c'est très intéressant, justement, cette idée de mettre aussi le soin au centre, justement, des espaces pour justement permettre l'analyse et l'autocritique. Avant de passer à la prochaine question, je voudrais demander aussi à Kat Lego, tu en penses quoi, en fait, de la capacité de nos mouvements, notamment en Afrique, de s'auto-évaluer et s'auto-critiquer? Ça, c'est difficile parce que le continent Afrique, c'est très grand. Alors, mais si je pense que des mouvements dans le sud d'Afrique, Botswana, c'est très différent de Angola, c'est différent de Afrique du Sud, c'est différent de Zimbabwe, par exemple. Et encore Mozambique. Mais des régions différentes ont des manières différentes d'être self-critical. Well, yeah, self-critical. Quand je pense des mouvements dans l'ouest d'Afrique, par exemple, maintenant, il y a beaucoup de violence which is facing them, qui le confrontent.
ouais, qui ont fait face. Mais je pense que des mouvements dans l'Ouest sont très forts. Si nous faisons une comparaison des mouvements dans le Sud, parce que il utilise de violence pour énergie, pour purpose, pour faire une communauté très forte. Mais en Afrique du Sud, par exemple, au Botswana, par exemple, il y a des nous avons vu la naissance beaucoup des organisations parce que il y a un environnement qui est très jeune. Donc, il y a des possibilités d'entrée d'espace d'advocacy. Mais il n'y a pas en politique nationale. Il n'y a pas une seule chose qui nous motive, qui nous motivons. Je pense que ça c'est le mot. Donc, ça c'est pourquoi je dis c'est difficile de parler d'Afrique totalement parce que des situations sont très différentes dépendant où tu es. Merci beaucoup, Katlego. Donc, effectivement, on est sur un continent qui est très grand et les enjeux restent différents dépendant de où on se situe sur le continent. Effectivement. Peut-être la dernière question avant qu'on passe aux questions un peu du public, c'est la question de comment est-ce qu'on peut en fait créer des coalitions entre le mouvement à la fois écoféministe, les mouvements écologiques et les mouvements LGBTQI. Peut-être je vais m'adresser à Si en premier lieu, ensuite Jules et Clégo. Déjà en rappelant tout ce qu'on vient de rappeler au groupe écolo et au groupe qui nous concerne, en fait, qui nous touche, c'est en essayant de faire comprendre aussi, encore une fois, comment les choses s'articulent. Ça me semble que c'est important. Tu évoquais dans ton introduction très justement aussi en rappelant les formes de vulnérabilité en fait qui touchent aussi les personnes et en fonction des groupes sociaux et des différents déterminismes, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et puis après, je pense qu'il y a aussi la nécessité, moi je pense par exemple depuis les espaces qui sont les miens de militantisme d'écologie radicale, ou en tout cas de désobéissance civile, et puis lié à la justice climatique, et puis des mouvements plus queer, ou on va dire transpédéguines, c'est plutôt les mouvements le terme que j'utiliserais moi en ce moment. Il y a aussi la nécessité d'accepter que les modalités de pensée d'une lutte en fonction des différentes luttes ne sont pas les mêmes, et que en fait la vision parfois aussi du rapport à l'urgence, à comment se tisse l'écologie depuis d'autres espaces, ne sont pas les imaginaires avec lesquels nous on arrive. Et il me semble que là il y a quelque chose de vraiment très important à réussir à penser, c'est aussi que on peut pas arriver avec les représentations qu'on a en fonction des différents groupes quand on vient, je sais pas, essayer de tisser des alliances avec des luttes antiracistes, etc. Enfin, et en fait,
quand bien même il y a des pensées de l'écologie qui se tissent, en fait, depuis, je parle depuis la France, là, hein, plutôt, depuis les quartiers populaires, etc. En ce moment, il y a de plus en plus de travaux, de paroles qui émergent et qui essayent de penser l'écologie aussi hors des territoires de l'écologie blanche telle qu'elle se fait, par exemple, et qu'elle se dit en France, avec un certain type de logiciel, etc. Et donc, moi, je pense que là, il y a un enjeu aussi de conversation, mais aussi de déplacement. Et je pense que nous, on a, en tout cas, moi, je considère que les groupes d'écologie politique dans lesquels je suis, il y a un rôle à jouer de déplacement aussi, d'aller vers les luttes et de tisser aussi des stratégies communes et d'identifier aussi des ennemis communs. Et je pense qu'il y a quelque chose, voilà, on l'a dit beaucoup aujourd'hui, c'est de montrer aussi comme les ennemis sont en fait communs. Et que là, il y a quelque chose qui en fait mériterait, qui en fait nous permet quand même d'articuler très souvent des luttes, les luttes les unes avec les autres. Et enfin, moi, par exemple, on m'a souvent demandé qu'est-ce que les luttes queer peuvent apporter à l'écologie. C'était souvent les questions dans les médias, des journalistes, etc. Et moi, ça me fatigue d'avoir à prouver ou d'avoir à dire, ah bah oui, ce que nous, on pourrait apporter, quelle serait notre plus-value de stratégie, d'activisme, d'histoire, etc. Alors que, comme je l'ai dit, il y a des choses qui en fait, pour moi, c'est plus au mouvement dominant, à ceux qui en fait sont dans des formes d'hégémonie, de faire aussi un effort alors je pense qu'il y a des conversations qui doivent se mener et qu'on doit porter des choses, on n'a pas le choix de toute façon, voilà. Mais je pense que vis-à-vis des groupes avec lesquels on travaille, qui sont quand même des courants plus dominants de l'écologie politique, pour faire exister par exemple les enjeux LGBTQI, il y a une vraie responsabilité aussi de ceux qui portent l'écologie politique aujourd'hui et certains mouvements de justice climatique. Tout comme il y a une responsabilité aussi de faire de liens avec les mobilisations antiracistes contre les violences policières, etc. Certains mouvements, comme par exemple Alternativa, l'ont fait avec le comité pour Adama, par exemple. Ont tenté voilà, de créer des coalitions, etc. Et il me semble que là, il y a vraiment la nécessité de pouvoir se rencontrer et d'articuler. Là, par exemple, on a parlé de Lafarge. Lafarge, c'est super parce que Lafarge, il est partout. Il est partout et c'est un ennemi commun, en fait, à plein d'endroits. On l'a dit sur la question de la militarisation, de la destruction de l'environnement, de l'exploitation de travailleuses sans papier et migrantes. En fait, encore une fois, nos monstres sont très souvent communs. Merci beaucoup aussi. Jules? Comme si elle dit beaucoup de choses, là c'est moi qui me range derrière les choses qu'il a dit. Beaucoup de personnes LGBTQI+, elles sont en même temps que dans leur propre lutte, entre guillemets en tant que LGBTQI+, elles sont aussi dans d'autres luttes. Donc c'est à travers des personnes qui sont, comme on les appelle, multipositionnées, des militantes et des militants, je sais pas, comme nous, qui sommes dans plusieurs choses à la fois et qui essayons en tout cas de faire le lien. Même si en effet, il y a des moments où c'est un petit peu fatigant d'être toujours dans la position de l'allié subordonné qui doit juste souvent rien dire, participer en cachant son identité. Donc là, je voudrais juste rappeler le nom du Combahee River Collective, un groupe de féministes et de lesbiennes noires des États-Unis, socialistes, c'est-à-dire à l'époque très à gauche, qui disaient, elles cherchaient un endroit où être tout ce qu'elles étaient à la fois. Ne pas être obligé de laisser dehors une dimension, et notamment, par exemple, que ça pouvait être la dimension de la race, mais ça pouvait aussi être la dimension lesbienne. Donc ça, là, j'en appelle en effet aux groupes dominants et aux mouvements dominants à être plus attentifs, à ne pas instrumentaliser la participation ou juste profiter de l'élan militant des lesbiennes, des gays, des queers, des intersexes, des two-spirites et autres, en leur demandant, en acceptant qu'ils participent, et puis en ne faisant aucun cas de leurs revendications propres. Ça, c'est une chose.
Et je voulais dire une autre chose, oui. Je pense qu'un des rôles qu'on peut avoir, notamment, en plus de tous les autres rôles et de toutes les autres participations, c'est quand même de critiquer le naturalisme qu'il y a dans tout un tas de luttes autres que les nôtres, quoi. Et ça, je pense que partie des mouvements qui ont cette analyse critique du naturalisme, en tout cas j'espère, du naturalisme raciste, du naturalisme sexiste, notamment, ou hétérosexiste. Ça, je pense que c'est un apport vraiment très important des mouvements de tous aux autres mouvements. Et notamment parce que quand même dans l'écologie, il ne faut pas se voiler la face, et y compris dans l'écoféminisme, il y a une partie qui est quand même très naturaliste, qui romanticise tout un tas de choses, et notamment qui naturalise complètement l'idée qu'il y a des hommes, des femmes, et que logiquement et normalement, ils s'aiment, ils procréent ensemble, etc. Bref. Donc ça, je pense qu'il y a des choses importantes en tant que, et moi en tant que lesbienne, c'est quelque chose que j'ai à cœur de critiquer. Et ça rejoint encore d'autres questions, mais on n'en a pas du tout parlé, mais il y a une dimension très importante aussi de lutte contre l'eugénisme, parce que les technologies de l'eugénisme, et quelquefois en tant que lesbienne, on est justement instrumentalisé en disant « Ah, ces pauvres lesbiennes », et à plus forte raison, les gays ne peuvent pas avoir des enfants entre eux sans la médecine, etc. Mais en fait, c'est une médecine et une biomédecine qui, derrière sa soi-disant gentillesse et son intérêt pour les couples infertiles, notamment les couples gays, et les couples de lesbiennes, ça se discute autrement, développe quand même des technologies qui sont très liées à l'eugénisme, encore une fois, donc, et un eugénisme qui est très raciste. Notamment, il pose plein d'autres problèmes, mais il est aussi validiste, il est aussi, etc., mais il est notamment raciste. Donc, pour le dire d'une autre manière, comment dirais-je, oui, encore une fois, ne nous laissons pas instrumentaliser, et notamment réfléchissons bien à ce que ça signifie, pourquoi, comment avoir des enfants, à quel prix, et en justifiant quel genre d'industrie, quel genre de biopouvoir et quel genre de logique eugéniste. Voilà. Merci, Jules. Katlego? Ma première question, c'est si des coalitions nous aident. Parce que s'il n'y a pas un principe, like common thought, comment dire common thought? Un objectif commun ou une pensée commune. Une pensée commune, oui, wow. Et nous allons pas marcher ensemble. Donc, des coalitions, je pense que ils trouvent leur fortitude à la pensée commune. Et maintenant, décriminalisation, c'est un... il y a des efforts de décriminalisation, il y a des efforts de recognition de mariage, il y a des efforts pour la justice sociale et politique, mais il n'y a pas en commune pensée de quoi ce que nous veut faire, quel est le futur libre en Afrique pour des personnes LGBTQ, pour des personnes indigenous, pour toutes les personnes marginalisées. Maintenant, nous ne pensons pas nous ne pensons pas des femmes qui sont handicap et LGBTQ. Il n'y a pas des
il n'y a pas collaboration dans les mouvements comme je pense que c'est nécessaire pour des coalitions de marche. Donc, je ne sais si ils vont nous aider, mais je sais que ils sont très nécessaires pour faire de sa pensée commune, parce que ça nous donne la direction très claire. Et oui, bon, ça, j'espère que j'étais claire. Merci, Catherine. Oui, donc je pense que ça a été clair, c'est que les coalitions ne marcheront que finalement s'il y a vraiment un objectif commun, une pensée commune qui est poursuivie par toutes les parties prenantes. Oui. Merci beaucoup. Finalement, on ne prendra pas la question du public parce que finalement, je pense que Syl a répondu dans son intervention. C'était justement la question aussi de pourquoi, qu'est-ce que la lutte LGBT apporte aux questions queer et pourquoi est-ce qu'on voit si peu les questions écologiques dans les luttes LGBT. Sauf si tu veux y rajouter quelque chose. C'est juste que je voulais rebondir sur le fait que, ce que disait Jules tout à l'heure, sur le fait que c'est quand même intéressant, et en fait, c'est ce qu'a dit 4 Lego tout à l'heure, c'est que, en fait, on est déjà très intersectionnel dans nos pratiques. C'est qu'en fait, c'est ce que tu disais avec la pluridimensionnalité de nos luttes. C'est qu'en fait, moi, ce qui me fascine, en fonction des différents endroits politiques de lutte sur les questions de justice sociale, c'est que je croise tout le temps des personnes LGBTQI, en fait, et que malgré tout, on assure même au sein d'autres militantismes des formes de reproduction sociale et de questions de soins, de gestion des collectifs, de temporisation, etc. Et je pense que là, il y a aussi quelque chose d'un travail militant qui est pris en charge par des personnes marginalisées, notamment sur les questions queer, mais pas que, et les femmes, etc. Et qui est quand même, en fait, on est très souvent dans ces espaces-là, en fait, aussi. Voilà, je voulais quand même bien insister là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu disais et évidemment il y a des moments c'est un peu frustrant aussi que ça soit pas reconnu ou qu'on ne conscientise pas aussi au sein de mouvements plus hégémoniques ce rôle moteur en fait aussi qui est très important. Et je pense aussi aux personnes âgées par ailleurs, mais notamment les femmes et les personnes LGBTQI. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive presque à la fin de cette table ronde. C'est passé super vite. Peut-être, si vous pouvez juste résumer en moins d'1 minute, un petit mot pour la fin. Vas-y, Julie. Je sens que c'est moi qui dois commencer. Un petit mot pour la fin, dire à quel point les luttes LGBTQI+ sont importantes et les luttes écologistes sont importantes et comment on peut en effet, enfin comme on peut pas, on le fait dans la pratique quotidienne, on arrive à tenir ensemble ces différentes luttes, voilà. Moi, j'étais extrêmement contente d'entendre 4 Lego et d'entendre Sy, et je trouve que, et bien sûr aussi Angélie, la manière dont tu as préparé cette table, c'était vraiment, je pense que c'est un très bel exemple de comment on fait des coalitions, comment on se rencontre, comment on avance ensemble depuis les 4 coins. Là, je pense qu'on est, Sy et moi, on est un peu dans le même coin, mais enfin, depuis des endroits très différents. Et donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce partage et cette discussion. Donc vraiment, mon mot de la fin, c'est un mot de remerciement aussi en tant que lesbienne écoféministe, de remerciement à vous 3 et puis à tout le processus d'organisation qui est derrière et qu'on ne voit pas forcément, et puis aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutés, quoi. Voilà. Merci, Julie. Sy ? C'est aussi des remerciements. J'ai été très heureux, enfin je vois plutôt sur des remerciements, désolé, je vous ai déjà dit beaucoup, voilà. J'étais très heureux d'avoir cette opportunité de discuter tout ensemble, et je rejoins aussi Jules sur la manière dont nos paroles, la voix diverge depuis les endroits qui sont les leurs, mais en même temps se rentrent en écho, et
et se complètent les unes les autres. Donc c'était ça m'a vachement enthousiasmé, j'ai noté des choses, etc. Et je suis très content, et merci aussi aux personnes qui ont organisé, qu'on ne voit pas. Et le public, c'est assez frustrant de ne pas savoir qui a écouté. Et je pense que, bon, voilà, s'il y avait des questions à un autre moment, je ne sais plus si on est encore disponible après, mais voilà, je suis déjà très heureux de ce moment. Donc ça va être aussi des remerciements. Merci beaucoup aussi. Katlego? Oui, moi aussi, j'ai le même sentiment. Je suis très heureux d'être ici. Et je pense que en réponse de comment on peut utiliser des coalitions. Maintenant, je suis en Afrique, dans un pays qui n'est pas francophone, mais je parle avec toi en français, ouais. Mais ça c'est un exemple de comment on peut utiliser l'Internet, utiliser la technologie, de traverser d'espace pour échanger de la connaissance. Donc, je pense que la future de l'écoféminisme, peut-être, c'est dans c'est dans comment on peut utiliser la technologie, de faire des bridges across the world. Mais ouais, je vous remercie, et je pense que la future n'est pas très dark. Sombre. Ouais. La prochaine fois, we'll talk in English. On fera en anglais parce que bravo. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette table ronde. J'ai beaucoup apprécié discuter avec vous, de réfléchir aussi à la question écoféministe, au croisement des luttes LGBTQ+. Et pour moi, il y a quand même quelque chose qui m'est revenu, c'est vraiment ce principe justement du droit des générations futures, et qu'on pense souvent justement à la capacité des générations futures à s'épanouir, à vivre dans un monde, être capable de répondre à leurs besoins, et que finalement, c'est pas juste une question d'écologie et d'environnement, mais ça rejoint aussi la question de justice, de la justice sociale, la justice climatique. Et c'est vraiment quelque chose qui fait que c'est pas, comme disait, on ne vit pas des single issue lives. En fait, c'est vraiment, ça rejoint cette question, c'est comment est-ce qu'on imaginerait ce monde qu'on va laisser aux générations futures, non seulement en termes d'environnement, mais aussi en termes de société, de qu'est-ce que cette personne... donc, on a besoin d'un environnement qui nous permet aussi de nous épanouir et de jouir pleinement de nos droits, et ça ne se limite pas juste à notre environnement. Et en même temps, on a besoin d'avoir un environnement sain pour qu'on puisse exister et jouir des droits. Donc, ça montre un peu cette interdépendance qui existe entre nous et notre environnement qu'on avait vu au début, et qu'aujourd'hui, quand on pense aux générations futures, on est aussi amené à penser, qu'en est-il des générations futures de personnes LGBTQI? Qu'en est-il de la place des personnes LGBTQI au sein de nos générations futures? Donc, j'ai beaucoup apprécié cet espace de discussion. Il ne me reste plus que maintenant à vous remercier de nous avoir dévoué votre temps et votre savoir. Et je remercie également mes collègues qui travaillent dans les coulisses pour assurer le bon déroulement de cette session. Et je remercie spécialement Stéphanie qui a quand même beaucoup poussé pour qu'on ait cette table ronde sur l'écoféminisme. Et je remercie enfin toutes les personnes qui nous ont rejoints à travers le monde pour assister à cette session. Je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous et restez connectés. Après une pause d'1 minute, on aura la cérémonie de clôture. Merci à vous.
Bonjour, bonsoir tout le monde. Il est maintenant. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci à celles et ceux qui sont encore avec nous après ces 4 longues journées. Donc, c'est la fin. On est arrivé au bout de ces 4 jours. Et personnellement, j'en repars plus motivé et stimulé que jamais. C'est jeudi. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers ou familières avec cette expression, c'est quand le jeudi a un peu l'air d'un vendredi. Je sais que c'est très tard aussi pour certains et certaines d'entre vous. Donc, on a décidé qu'il n'était pas nécessaire de vous assommer encore avec une longue cérémonie de clôture. Donc, on va faire ça quelque chose de très bref et d'un peu plus informel ce soir. Avant de vous laisser sur le mot de la fin, je voulais quand même remercier nos partenaires et bailleurs de fonds qui ont permis de tenir cet événement vraiment exceptionnel, et en particulier le gouvernement du Québec, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Wallonie-Bruxelles International, ainsi que le Fonds de justice sociale d'Unifor, la CSN et l'Université de Montréal. Avant de laisser la parole à ma collègue, je voudrais vraiment exprimer la fierté que j'ai ressentie cette semaine à voir le travail formidable de notre équipe. Un bravo tout particulier à Stéphanie, à Bruno, qui ont porté ce projet à bout de bras depuis 2 ans. Et puis aussi un grand merci à tous nos autres collègues, Eder, Fabien, Juana, Didi, Angeli, Fusca, Kadiziatou, Cyril et Soumaya. Je suis chaque jour reconnaissant vraiment d'avoir le privilège de faire partie d'une si belle équipe. Et puis, puisqu'on parle de Stéphanie, donc je vais lui laisser quelques minutes pour vous dire quelques mots. Stéphanie qui a guidé le projet de conférence depuis maintenant 2 ans. Stéphanie? Oui, merci beaucoup, Michael. Merci à vous tous. Alors, Michael, il m'a piqué un peu mes arguments parce que je voulais citer mes collègues qui m'ont supporté dans tous les sens du terme pendant ces longues journées, ces longs jours. Un merci tout particulier aussi à chaque personne, en fait, qui m'a soutenue dans ce projet. Je vais citer aussi quand même 2 personnes que vous n'avez pas du tout vues à l'écran, mais dont vous avez vu le travail à l'écran, qui sont Anne-Marie et Sylvie, qui ont permis la transcription en live. C'est un exercice qui est très difficile, mais qui nous tenait particulièrement à cœur pour rendre cette conférence accessible. Merci aussi à toute l'équipe de TVGO qui ont permis d'apaiser notre santé mentale vu les turbulences que nous avons traversées. Et puis voilà, enfin, j'en ai rêvé, puis on l'a fait. Alors voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, si ce n'est que on va continuer, on va travailler encore très fort pour vous proposer une nouvelle conférence dans les années à venir, dans les 2 ans à venir. Et puis, je finirai par remercier Michael qui m'a accordé sa confiance depuis 3 ans maintenant, qui m'a soutenue, qui a essuyé les larmes, qui a essuyé les colères, qui a essuyé les doutes, les craintes, qui a aussi poussé les enthousiasmes et qui me permet de vous avoir livré avec l'ensemble des collègues ce qu'on vous a livré pendant ces 4 jours. Donc, un grand merci, à très bientôt. Et voilà, merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup, Stéphanie. Et puis, le mot de la fin ira à Olivia Chola, donc, que vous avez eu le plaisir d'entendre alors la cérémonie d'ouverture, aujourd'hui aussi sur le panel de ce matin. Donc, Olivia, qui est notre coprésidente et qui va s'exprimer au nom du conseil d'administration pour clôturer cette conférence. Olivia? Bonjour ou bonsoir tout le monde. Il est maintenant temps de conclure la seconde édition de la conférence internationale des GID. Quel plaisir d'assister à tous ces panels et tables rondes dont la richesse des discussions et des échanges, rien qu'en témoignage, explique le dynamisme et l'expertise qu'il existe dans le monde francophone. Nous repartons toutes et tous ce soir avec combien de nouvelles idées, mais aussi avec la réalisation que tout le travail qui reste à accomplir. C'est dans les espaces tels que celle-ci que nous pouvons faire germer la collaboration et l'innovation. Cette conférence a été, grâce à vous, un espace formidable pour échanger, apprendre,
partager, mais aussi pour imaginer et pour rêver. Rêver, par exemple, à une fierté aux couleurs de l'Afrique, au-delà des restrictions qui nous rappellent continuellement la dure réalité du militantisme. Rêver à un monde dans lequel les enjeux touchant nos droits ne sont pas qu'une affaire occidentale et qui permet à nous toutes et tous de trouver notre place. Rêver au mariage de l'art et du militantisme parce que c'est avant tout notre cœur qui guide notre activisme. Nous avons parlé de désoccidentalisation, de coopération nord-sud, de mise en réseau, de plaidoyer. Nous avons été interpellés sur les postures coloniales, sur les visibilisations du féminisme africain, sur le financement de nos mouvements, et Égide sera à vos côtés pour travailler, réfléchir et agir avec vous. Et enfin, pour terminer sous une note positive, nous retenons la centralité du bien-être dans le militantisme. Nos communautés souffrent, nos communautés luttent, nos communautés sont là, mais elles vivent, elles rient, elles rêvent. Il est temps pour nous activistes de donner à notre santé mentale et à notre bien-être la place qu'ils méritent dans nos vies. Il est temps de penser à nous aussi. Nous remercions une fois encore tous les bailleurs et partenaires qui ont rendu cette conférence possible, le gouvernement du Québec, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Wallonie-Bruxelles International, ainsi que le Fonds de justice sociale, l'UNIFOR, la CSN et l'Université de Montréal. Un chaleureux merci à nos panélistes, intervenants et intervenantes, modérateurs et modératrices, que nous avons pris grand plaisir à suivre cette semaine. Aussi à nos collègues du conseil d'administration et du secrétariat international pour tout le travail accompli. Et enfin, un immense merci à vous qui, par votre participation et votre engagement, avez permis de faire vivre les discussions et les débats. Nous vous donnons rendez-vous en 2025 pour la prochaine conférence qui se tiendra au Québec. Restez à l'écoute dans les prochains mois pour les détails. Pour vous citer l'une de nos panélistes, luttez et luttez joyeusement. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Bisous à tout le monde.